Nous allons nous intéresser donc ce matin à l'alimentation en 2050 et pour cause, selon les prévisions, la population mondiale devrait passer de 7 à 9 milliards d'habitants. Alors cela va-t-il changer également notre façon de manger? Fantasme ou réalité, est-ce qu'on mangera peut-être que des petites pilules en 2050 pour se nourrir? Fini le grand steak saignant ou le morceau de saumon. On va voir ça avec vous, docteur Jean-Michel Cohen. D'abord, les choses ont énormément évolué ces dernières années en matière d'alimentation. Oui, alors ça a évolué de deux façons. D'abord, on s'est occupé de régler les problèmes sanitaires. C'est-à-dire qu'on n'a plus beaucoup, malgré les quelques scandales qui émaillent la presse de temps en temps, on n'a plus beaucoup d'incidents liés à la bactériologie, c'est-à-dire à l'infestation des aliments, aux parasites, etc. Bon, mais moi je trouve qu'il y en a plus que jamais. Non, vous avez l'impression qu'il y en a plus que jamais, mais jamais on a eu aussi peu de cas de brucellose. Par exemple, personne ne sait ce que c'est la brucellose. C'était une maladie qu'on attrapait avec des produits en conserve qui étaient mal préparés et donc on avait une brucellose. Personne n'a plus attrapé de tétanos en se coupant ou en avalant des produits particuliers. Personne n'a plus de listériose, sauf cas extrêmement exceptionnel. Et Escherichia coli, oui, on en parle dans les médias, mais en fait, il y en avait beaucoup plus, 100 fois plus dans les années précédentes. On communique plus aujourd'hui, donc on a l'impression qu'il y en a plus. On a l'impression qu'il y en a plus, mais il y en a en réalité très peu. La deuxième chose qui s'est produite, en fait, c'est la transformation de la population vis-à-vis de l'alimentation, c'est-à-dire ce souci de santé qui fait que la société à l'heure actuelle est partagée en deux clans. Un petit clan qui veut manger l'œuf qui sort du cul de la poule, qui a décidé vraiment d'être tout biologique, de manger le produit qui est à côté de chez lui. Et puis un deuxième club qui est beaucoup plus important, qui commence à être celui de ceux qui veulent une alimentation hyper rationnelle, avec toutes les vitamines, tous les minéraux, tous les nutriments. Et c'est comme ça que sont apparus quelque chose qui se développe très vite, les boîtes qui contiennent l'essentiel de ce qu'il est important de consommer pour être en bonne santé. La deuxième production qui est importante aujourd'hui, c'est la transformation des aliments. Alors, il y a un débat qui s'est engagé à propos du fait de savoir est-ce qu'on aura assez à manger ou est-ce qu'on n'aura pas assez à manger. En réalité, c'est un faux débat parce qu'on se rend compte que la majeure partie des terres qui existent ne sont pas cultivées. Et si on apprenait aux populations, notamment du Sud, à cultiver leurs terres ou si on trouvait des moyens de cultiver leurs terres, il est probable qu'on pourrait assurer le développement de la planète au prorata de l'augmentation de la production de la nourriture. Et c'est pour ça que les Américains se dépêchent notamment d'introduire les aliments transgéniques parce qu'ils se disent que de toute façon, cet événement va arriver et qu'il serait préférable pour eux d'augmenter la productivité pour rentabiliser leur terrain plutôt que d'aller apprendre aux autres à cultiver le blé, l'orge, etc. Et c'est ce qui s'est passé avec les aliments transgéniques. Alors aujourd'hui, il y a un combat sur les OGM. Pourtant, ce combat, il est quasiment perdu, je dirais. Il y a très peu de souches de soja à l'heure actuelle qui ne soient pas des souches de soja transgéniques. Il en est de même à l'heure actuelle pour le maïs et ça va commencer pour d'autres produits. C'est pas un élément nouveau. Quand on a assisté, par exemple, à la transformation de la pomme de terre, la pomme de terre depuis Parmentier n'a plus rien à voir avec la pomme de terre que nous consommons aujourd'hui, sauf que c'était une transformation naturelle et que là, on apprend à le faire par des modifications génétiques. Sont-elles dangereuses pour la population? Apparemment, non, on n'a pas de cas révélés. Sont-elles dangereuses pour le futur de l'agriculture? Personne, et surtout pas Monsanto, n'est capable de nous répondre à cette question. Mais s'il y a des produits, en revanche, où ça se dégrade, je pense aux tomates, par exemple. Aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver une tomate qui a du goût. Vous pouvez payer cher, etc. Vous prenez n'importe quel type de tomate. Ça a plus de goût, la tomate, aujourd'hui. Ben parce qu'on est justement au début de cette modification. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on s'est contenté d'augmenter la production de tomates en créant des serres, en arrosant beaucoup et en utilisant des plants de tomates qu'on avait auparavant. Et là, à l'heure actuelle, les ingénieurs agronomes travaillent sur des mutations génétiques. C'est-à-dire qu'à partir d'une tomate ou à partir d'une souche de tomate, on va la transformer par des croisements, par des radiations, etc. Et on va fabriquer une nouvelle souche de tomate qui sera la tomate que les gens veulent consommer. Par exemple, bon, tout le monde crie après ces grosses tomates pleines de flotte qui n'ont aucun goût, mais il est vraisemblable que dans les années à venir, on va arriver à trouver des tomates de la taille qui nous convient, de la couleur qui nous convient, avec le goût qui nous convient. Ça sera artificiel, enfin, ça sera non? Ça sera artificiel, ça sera de la production humaine. Ça veut dire qu'on sera capable de modifier la souche. Non, aujourd'hui, on est capable de raisonner en disant non, on n'a pas envie de ça, parce qu'on est capable encore d'avoir de bonnes tomates. Mais dans le futur, on n'est pas certain qu'on pourra le faire, pour des raisons à la fois économiques et sociologiques. Est-ce qu'on sait ce qu'on va manger demain? On va continuer à manger de la même façon qu'aujourd'hui, à avoir des assiettes, à avoir des légumes, de la viande. Ça sera pareil? Sûrement pas. Sûrement pas. Je dis pas que c'est en 2050, mais sûrement pas. Dans le futur, on va commencer à rationaliser l'alimentation. Je donne un exemple qui est hérité du passé. Quand on s'est rendu compte que le porc était un aliment gras et que les gens ont commencé à consommer des graisses, à consommer trop de graisse, on s'est dit il faut transformer le porc. Et depuis les années 1950, les porcs contiennent environ 20% de moins de graisse qu'auparavant. C'est une transformation qu'on a effectuée. Mais demain, on va être capable de fabriquer des suppléments. Alors certains disent en gelée, ça sera des cubes de gelée. D'autres disent que c'est en boîte pour transformer
transformer et changer les aliments. Je donne l'exemple du steak. Le steak, à l'heure actuelle, on est capable de fabriquer de la viande à partir des filaments de fibres musculaires qu'on a trouvés dans un animal pour refabriquer une espèce de beefsteak qui va ressembler au beefsteak, qui aura le goût du beefsteak, qui aura les valeurs nutritionnelles du beefsteak et qui sera en fait un beefsteak fabriqué en laboratoire. Ça, c'est déjà en cours. Ça veut dire que c'est un steak qui vaut à peu près aujourd'hui 200 000 $ la pièce parce qu'on est au stade de l'expérimentation, mais c'est déjà en cours. Mais ce sera quoi? C'est de la viande quand même? Ça sera de la viande, vous aurez l'impression de manger de la viande, mais ça sera une viande qui aura été épurée de tout ce qu'on considère comme négatif pour la viande et qui aura la même consistance, le même goût, la même couleur, etc. et qu'on sera capable de produire en fabrication. Alors les gens... Mais ça donne pas envie comme ça, dit comme ça? Je sais pas si ça donne pas envie, mais c'est là où réside tout le problème de l'écologie. Ça veut dire, qu'est-ce que va coûter en termes écologiques la production de ce type de produit par rapport à la production ancienne? Et il faut se méfier parce qu'il faut essayer d'évaluer. Il faut pas raisonner en se disant c'était mieux avant. Il faut se dire qu'est-ce qui va être mieux pour nous et comment est-on capable de l'évaluer. Un mot sur les viandes, puisqu'on en parle par exemple. En France, on a très bonne viande, c'est le charolais par exemple. Mais quand vous allez aux États-Unis, vous mangez de la viande qui est très différente de la nôtre. Elle est toujours tendre, elle est toujours avec du jus, c'est toujours de la bonne viande. Alors qu'en France, il y a que certaines catégories de viande. Est-ce que par exemple aux États-Unis et en France, on mange la même viande? Non, pas du tout. Aux États-Unis, on fait pousser la viande. Ça veut dire que vous prenez un bœuf, vous le contrôlez, mais extrêmement soigneusement, parce qu'ils sont complètement hystériques à propos de la dangerosité ou du bon côté sanitaire des aliments. Et puis vous allez l'engraisser artificiellement. En lui donnant une nourriture particulière, celle qui va être capable de l'engraisser le mieux dans les meilleures conditions de consommation possibles. Et deuxièmement, en lui donnant des hormones. Et les Américains disent à l'heure actuelle, il y a notamment 2 gars aux États-Unis, un gars qui s'appelle Keith Ayoub et un autre qui s'appelle Rigol, qui sont en train de dire oui, en fait, ce sont les hormones que vous mettez dans la viande qui, bien sûr, font pousser la viande, qui en elle-même n'est peut-être pas dangereuse, mais qui sont susceptibles d'avoir augmenté l'obésité des Américains. Alors cette thèse n'est pas prouvée à l'heure actuelle, mais en tout cas, c'est une hypothèse qui est vraiment intéressante. Mais ça veut dire qu'aux États-Unis, on mange de la viande aux hormones? On mange une viande dont l'animal a été grossi par le biais des hormones en lui donnant une alimentation spéciale. C'est terrible parce qu'elle est super bonne. Non, mais oui, elle est super bonne. Oui. Je dis, oui, on mange la même. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est terrible parce que on dit tous, il faut pas manger de viande aux hormones, etc. Il faut la bannir. Alors, et finalement, quand on la mange sans savoir que c'est la viande aux hormones, on se dit, waouh, elle est super bonne. On est pas mal protégé en Europe. C'est-à-dire que nous, on a refusé l'importation du bœuf américain, alors qu'on accepte assez curieusement l'importation de certains bœufs qui viennent d'Argentine et qui sont quasiment élevés dans les mêmes conditions. Mais les Américains ont un argument pour nous répondre et nous disent, mais chez vous, vous n'avez pas plus de cancer ni moins de cancer colorectaux que nous n'en avons avec notre viande aux hormones. Mais par contre, notre viande, elle est plus juteuse. Et pourquoi elle est plus juteuse? Parce qu'en fait, elle a l'air rouge comme la viande française, mais en réalité, elle est beaucoup plus subtilement persillée. Ça veut dire qu'elle a un taux de matière grasse qui est environ 15% supérieur à celle de la viande. Et c'est ça qui fait le côté savoureux et goûteux de la viande. Isabelle Queneau. Alors quand on parle qu'il n'y aura plus d'assiettes, qu'on prendra des trucs en petits bouillons cubes et tout ça, ça veut dire qu'on part du principe qu'en 2050, on n'aura plus le plaisir de manger, de passer à table, de partager ce moment. On va se nourrir comme ça sur le pouce. Il n'y aura plus le rituel. C'est très difficile d'évoquer ça parce que les évolutions de société, elles se font extrêmement progressivement. La taille des assiettes, par exemple, nous, on est persuadé qu'on a un repas à la française. C'est faux. Nous avons perdu le repas à la française. Le repas à la française, c'était la table, comme on le voit du temps des rois, sur lequel on met tous les plats et chaque individu se sert de ce qu'il a envie de manger. Et en réalité, notre façon de consommer à l'heure actuelle, c'est le service à la russe, qui est service plat après plat. Donc on voit bien que sur ce comportement alimentaire, les choses ne sont pas figées comme on le croirait. On a mangé auparavant dans des bols, aujourd'hui on mange dans des assiettes, la taille des assiettes évolue en permanence, les matériaux qu'on utilise évoluent en permanence, et quant au cube de gelée, c'est une hypothèse, mais elle se pratique à l'heure actuelle. Je vous signale qu'il y a un grand nombre de gens qui, à l'heure actuelle, avant chaque repas, ont une espèce de petit sachet avec l'ensemble de leurs suppléments alimentaires. Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est de la psychologie appliquée à la suggestion? Ou est-ce que c'est une réalité? L'avenir va nous le démontrer, mais l'espérance de vie des Français augmentant, c'est pas mal. Un mot également sur quelque chose qu'on entend beaucoup, ce sont les insectes. On dit beaucoup que dans l'avenir, on va manger des insectes. C'est vrai? Alors, vous savez, l'homme se nourrit en général de protéines, de glucides, de lipides et de micronutriments. Quand vous les trouvez, que ça soit dans les feuilles, dans les arbres, dans la terre ou dans les insectes, vous avez ce qu'il vous faut manger. Et c'est là où intervient l'aspect culturel des choses. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables de manger des insectes, sauf à moins de faire un peu de fantaisie et de marketing au repas avec les copains, alors que chez d'autres populations, par exemple au Zaïre, on mange fréquemment de la chenille. Ceux qui ont la chance
d'avoir goûté de la chenille, découvriront que le goût est extrêmement proche du bulot et que quand c'est bien préparé, on voit aucune différence. Maintenant, les insectes, oui, pourquoi pas, mais j'appelle pas ça l'alimentation du futur puisque c'est l'alimentation du présent. Les algues aussi. Les algues, oui, c'est intéressant. On parle à l'heure actuelle de fabriquer des pâtes à partir des algues ou de fabriquer justement ces cubes de gelée à partir des algues. Oui, c'est pour rappeler que les hommes sont susceptibles de manger tout leur environnement. C'est-à-dire que vous avez le droit de manger du papier. Je dis pas aux auditeurs de le faire, mais vous pouvez en manger, ça vous fera rien. Et pourtant, le papier est issu du bois. Vous pouvez manger des algues, vous pouvez manger de tout ce qui existe sur cette terre et vous arriverez à vous alimenter. Et les steaks sans viande aussi. Alors les steaks sans viande, c'est l'alimentation du présent. C'est une façon, c'est pour répondre à cette. Est-ce que l'humanité va devenir plus humaniste ou non? C'est ce qu'espèrent à l'heure actuelle les végétariens. En refusant de manger l'animal mort, c'est une forme d'expression de l'humanisme. Est-ce que on va manger comme ça? Oui, probablement. Je pense que c'est un phénomène qui se développe de plus en plus. Ça consiste à fabriquer, en ayant l'air d'avoir un morceau de viande, un produit qui est fait la plupart du temps avec des produits qui contiennent le plus de protéines, notamment le soja, les fèves ou le pois chiche, par exemple. Et ça ressemble à un steak, mais c'est pas un steak, c'est l'alimentation du présent. Inconvénient de ces produits, c'est que pour arriver à avoir la texture, la valeur énergétique du produit, vous êtes obligé d'engraisser un peu ce type de produit. Mais l'industrie alimentaire est capable de faire d'énormes progrès dans ce sens pour avoir des graisses de bonne qualité. Rassurez-moi, on continuera à manger des pâtes. Écoutez Jean-Marc, on les mangera ensemble, j'espère surtout. D'accord.